Hockey collégial féminin, division 1 et universitaire avec Léa McIntyre. Salut Léa. Salut Tristan. Léa, dans les derniers jours, on a eu beaucoup d'actions et tellement que certaines personnes nous ont écrit par rapport à certains faits qu'on doit rectifier concernant les transferts au niveau universitaire canadien. Peux-tu nous en parler? Oui, donc des petits détails qui étaient par rapport à cette nouvelle réglementation-là. Les deux universités doivent accepter le transfert. Donc, une joueuse ne pourrait pas décider de quitter son programme sans l'approbation de son équipe actuelle pour se diriger, par exemple, vers l'Université Laval. Donc, l'université dans laquelle elle évolue cette saison doit approuver le transfert pour que ce transfert-là ait lieu. Ça, c'est assez particulier comme fait de règlement qui est complètement différent de celui de la NCA. Ça a un impact clair et net sur les joueuses là, qui se devront d'avoir des raisons précises pour pouvoir quitter leur université. Là. Oui, mais d'une façon, c'est assez rassurant, je te dirais, de voir ce règlement-là. Ça amène un certain contrôle. T'sais, on le voit en NCAA, surtout au niveau du football masculin. Là, les gars changent d'école à chaque année. Là. Donc, d'avoir quand même un certain contrôle, de devoir faire une demande pour pouvoir transférer comme ça, je trouve que c'est rassurant. Puis justement, ça va permettre peut-être de moins voir des transferts à chaque année. Là. Absolument. Puis les joueuses vont moins magasiner aussi leurs universités et tout ça. Tu t'es engagé en quelque part, reste à cet endroit-là, puis advienne que pourra, comme on dit. Voilà. Donc, la correction a été apportée. Et on va parler d'hockey universitaire en premier, étant donné qu'on est déjà dans le sujet. Bel exploit pour une entraîneur-chef très respectée au niveau universitaire, Isabelle Leclerc, que tout le monde apprécie. 250 victoires derrière le banc des Carabins. Un travail tout simplement phénoménal de sa part. Oui, félicitations, Isabelle, si tu écoutes ce segment-là. 250 victoires, c'est vraiment beaucoup. C'est un bel accomplissement pour un beau programme qu'elle a bâti au cours des dernières années. Donc, félicitations, vraiment. On est tous contents de voir qu'elle est capable de piloter ce programme-là d'une main de maître depuis autant d'années. Là. Absolument. Et d'autant plus qu'elle a développé beaucoup de joueuses de qualité, premièrement, et surtout des filles là, qui sont rendues maintenant des entraîneurs un peu partout aussi, là, qui continuent encore à s'impliquer dans le monde du hockey. Donc, vraiment, là, tout un travail de sa part. Puis, tant qu'à continuer sur les Carabins, félicitations à Daniel Savageau aussi, qui sera bientôt officiellement intronisé au temple de la renommée du hockey. Je l'ai entendu dernièrement là, dire comme quoi qu'elle a décidé de son habit, mais pas encore de ses souliers. Bien, Daniel, on a hâte de voir comment tu seras habillé à Toronto le 8 novembre prochain pour ta cérémonie d'intronisation. Vraiment un travail incroyable de la part de Daniel. Je pense que tout le monde ici dans le hockey féminin lui doit une fière chandelle pour tout ce qu'elle a apporté. Léa, c'est absolument incroyable l'impact que Daniel a eu sur notre sport. Oui, c'est vraiment. Elle est intronisée dans la catégorie des bâtisseurs et on n'a pas plus grande bâtisseuse pour le hockey féminin ici au Québec. Donc, félicitations à Daniel. Je suis vraiment excitée de. Moi, chaque année, quand je vois cette cérémonie-là, c'est les discours que j'ai hâte d'entendre. Donc, je suis vraiment excitée. J'ai hâte d'entendre le discours de Daniel. Je trouve que ça va être inspirant comme son parcours l'a été. Là. Il l'est encore d'ailleurs. Ah, absolument. Puis c'est la première femme bâtisseur à être intronisée. Et pour te donner une idée du respect qu'elle a dans le monde du hockey, il y a plusieurs années, j'avais été au temple de la renommée du hockey. Et dans la section du hockey féminin, il y avait une lithographie, une image, là, une peinture. Là. D'un côté, tu voyais Pat Quinn, l'entraîneur de l'équipe Canada en 2002, avec son tracksuit et en habit de hockey. L'autre côté, à côté, là, dans le fond, là,
Daniel Savado, policière GRC sur son cheval. Il y avait ça au Temple de la Renommée il y a plusieurs années. J'espère qu'ils vont ressortir cette image-là. Bon, les apartés sont faits. Léa, parle-nous un peu des activités dans le hockey féminin universitaire. Beaucoup d'actions et les Stingers qui ils font tout un travail là, depuis le début de la saison. D'ailleurs, la meilleure pointeuse est Jessimo Drapeau. Mais il y a plusieurs joueuses des Stingers là, dans le haut de cette catégorie-là. Je pense également à Zoé Thibault, Angélie Jobin, Émilie Lucier et Émilie Lavoie. Là. Ben oui, beaucoup de changements chez les Stingers. Hein. On a parlé la dernière fois du niveau de l'équipe d'entraîneurs, mais au niveau des joueuses aussi. Ils ont perdu des joueuses que ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient là. Je pense à une Léonie Filbert, ça faisait 6 ans qu'elle était avec le programme. Moquin Joubert aussi a quitté, c'était leur capitaine. Donc, ils ont perdu des grosses joueuses, mais en même temps, je ne suis pas surprise du tout de les voir performer comme ça en début d'année. Un autre changement majeur chez les Stingers de Concordia, là, Émilie Lavoie, qui était une de leurs meilleures joueuses à l'avant, est rendue maintenant défenseur et performe tout aussi bien à la défense. Donc, de voir une transition comme ça qui se fait très, très bien pour Émilie Lavoie, là, c'est vraiment impressionnant. Les Stingers, avec l'équipe d'entraîneurs qui ont l'expérience qu'ils ont acquis au cours des dernières années, la profondeur qu'ils ont sur leur alignement. Je ne suis pas surpris du tout de les voir performer de la sorte en début de saison. Je savais que leur début de saison allait être très bon. Sachant comment leur saison a fini l'année passée, c'est sûr qu'ils veulent faire effacer ça le plus rapidement possible puis montrer qu'ils veulent compétitionner pour le championnat national, le championnat provincial. Mais c'est ça, on voit avec les premiers week-ends de compétition que la Ligue est un petit peu plus serrée cette année. Ça, je trouve ça vraiment excitant. On voit des matchs Bishop-McGill qui se rendent en deuxième période de surtemps, des matchs Carabin-McGill qui se rendent aussi en prolongation. Bon, les autres équipes, on le sait que c'était des matchs serrés quand ils s'affrontaient quand même dans les dernières saisons. Mais de voir que la partie se resserre un peu, je pense que c'est excellent pour le circuit, c'est excellent pour les partisans aussi. Là. Absolument. Puis la Ligue est en santé présentement et le bassin de joueurs ne va qu'augmenter avec les années. Et j'ai hâte de voir la suite là, éventuellement avec Sherbrooke et l'Université de Laval. Ça va être super intéressant. Léa, toi qui es une entraîneur d'expérience, modeste expérience, mais quand même, tu fais un très beau boulot. Explique-nous comment une joueuse peut changer de position au niveau universitaire. Tu sais, c'est pas comme si la joueuse changeait de position au niveau M15, M13 ou M18. Là. Et elle s'est développée et elle change de position. C'est assez particulier, c'est rare qu'on voit ça. Surtout tard dans son parcours universitaire. C'est pas comme si c'était à sa première année, mais c'est quelque chose que les Stingers ont déjà fait aussi. Là, si on se rappelle, Léonie Filbert, c'était une joueuse d'avant, a joué son parcours à Dawson en avant, commencé son parcours chez les Stingers comme joueuse d'avant, puis a changé autour de sa deuxième ou troisième saison avec l'équipe pour s'en aller à la défense. On voit la même chose avec Émilie. C'est sûr que dans le cas d'Émilie, c'est une joueuse qui a les habiletés techniques très, très, très développées dans tous les aspects de la game. Donc, je ne suis pas surpris du tout d'avoir cet impact-là au niveau de la défensive parce que, justement, les avait ces habiletés-là. Elle a aussi une bonne compréhension du match qui permet justement d'être capable de s'ajuster rapidement. Tu sais, là, aussi, sachant qu'on a notre ligue professionnelle, est-ce que Émilie a regardé son développement et s'est dit peut-être que c'est une opportunité qu'elle pourrait avoir, une défenseur à caractère plus offensif? Est-ce que, si on regarde les prévisions des prochaines années, qui va graduer au parcours universitaire, est-ce qu'elle a peut-être plus de chances de se rendre au prochain niveau à la défense? Je ne sais pas si ça a été pris en considération. Je ne sais pas comment ça a été présenté de la part de l'équipe d'entraîneurs. J'assume que c'est l'équipe d'entraîneurs qui a présenté ce projet-là. Mais bravo à elle d'avoir accepté, d'avoir sauté dans le bateau. Puis on voit qu'elle a beaucoup de succès en ce moment. Là. Ça m'amène à repenser aux vidéos que les Stingers ont publiées sur leurs réseaux sociaux. Je pense
c'est aujourd'hui ou hier là, qu'un but que Jesse Drapeau passait la rondelle en arrière à Émilie. Magnifique jeu qu'on voit pas souvent et ça, c'est une vidéo de l'année passée. Cette année, exactement le même jeu qui a été refait. C'était magnifique. Donc, beaucoup de succès pour ces joueuses-là en début de saison. Jess Maud est probablement une des joueuses les plus talentueuses présentement au niveau universitaire. Puis, je ne dis pas ça parce que je l'ai connue dans une ancienne vie, là, mais elle était toute une joueuse également dans le collégial. Puis, j'ai bien hâte de voir la suite. D'ailleurs, l'année passée, à la fin de la saison, elle aurait pu choisir d'être éligible au niveau du repêchage de la LPHF. Et elle a dit non. Elle a décidé de rester une autre année universitaire en sachant qu'avec la pandémie, les joueuses pouvaient prolonger d'un an. Et là, présentement, avec l'expansion de la LPHF qui s'en vient, elle va avoir plus de marge de manœuvre et de possibilités dans la LPHF. Et cela pourrait s'appliquer également à plusieurs joueuses là, de qualité au niveau U-Sport. D'ailleurs, Léa, je sais que c'est un petit peu poétique dans quoi on va s'embarquer parce qu'il reste encore plusieurs points. À ton avis, quelle joueuse qu'on pourrait voir être repêchée dans la LPHF à la fin de la saison? À ce moment-ci, c'est sûr que c'est toujours difficile parce que les joueurs peuvent se déclarer pour le repêchage même avant la fin de leur parcours universitaire s'ils le souhaitent. T'sais. Donc, c'est de savoir qui va s'en aller vers ce chemin-là du professionnel. Mais présentement, le seul nom qui me vient en tête, c'est Jess Maud Drapeau. Le timing est parfait pour elle. Ça fait plusieurs années qu'elle performe extrêmement bien à travers le U-Sport au complet. Là, les rumeurs disent qu'on aurait peut-être 4 équipes d'expansion l'année prochaine au niveau professionnel. Donc, ça, c'est beaucoup de joueuses. Là. C'est 80 joueuses, nouvelles joueuses qui vont rentrer. Donc, le timing sera excellent pour elles. Donc, rapidement, comme ça, là, c'est le nom qui me vient en tête, ça, c'est sûr. Là. Et on souhaite une équipe à Québec. Quelle belle rivalité que ce serait Montréal-Québec au hockey féminin. J'ai bien hâte de voir ça va être qui les équipes d'expansion, mais une chose est certaine, ça serait incroyable. Mais une chose est sûre, Tristan, c'est que cette rivalité-là, on va l'avoir l'année prochaine. Que ça soit au niveau professionnel ou universitaire, on va avoir l'équipe de Montréal et l'équipe de Québec qui vont s'affronter. Là, ça va être de voir quelle équipe de Montréal va avoir la plus grosse rivalité avec l'équipe de Québec, mais je suis vraiment excitée pour cette nouvelle rivalité-là qui va naître. Là. La bataille de la 20, puis on demande aux deux équipes de mettre le logo de l'autoroute 20 sur leur visuel de jour de match. Voilà. Maintenant, au niveau collégial, Léa, ça se stabilise comme prévu ou environ dans le haut du classement. Dans le bas, une bataille entre André Laurando et Saint-Laurent pour la 4e position. Dawson qui tire un peu de la patte, mais qui est capable de compétitionner avec André Laurando et Saint-Laurent. Des impressions présentement sur ce qui se passe dans le collégial féminin? Oui, bien, c'est sûr qu'au niveau du haut du classement, oui, ça se stabilise, mais les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Là, on parle de 11 matchs pour John Abbott, 8 matchs pour Limoilou. Donc, c'est une grosse différence quand même. Mais on voit que c'est proche. Il n'y a rien de surprenant là. On le sait, c'est toujours, ils se battent toujours. Ils gagnent un contre l'autre constamment. Au niveau du bas du classement, les Patriotes de Saint-Laurent, là, ça fait plusieurs années là, qui sont capables de compétitionner avec Champlain-Lennoxville puis qui réussissent encore à aller voler un gros match au Cougar. Énorme performance de Léa Maud Durand, là. Même chose que lorsqu'ils l'ont fait la dernière saison. Léa Maud qui est vraiment dominante dans le circuit cette année, l'année passée aussi d'ailleurs. Mais c'est ça, on voit que nos 3 équipes du bas compétitionnent un contre l'autre. À chaque fois qu'ils jouent, bon, on oublie notre défaite contre André Laurando la dernière fois. Mais tous ceux qui ont regardé le match, pour vrai, peuvent savoir que c'est pas vraiment une défaite de 7-0. On a quand même 30 passes au filet. Donc, les erreurs nous ont coûté cher. Mais sinon, autre que ça, c'est tous des matchs qui sont très serrés. Là. Je pense à un match qui s'est terminé en prolongation entre nos deux équipes. Des matchs contre Saint-Laurent.
Exactement, des matchs contre Saint-Laurent qui se terminent 2-0 pour une équipe ou l'autre. Là, je pense à votre match le week-end passé. Donc, c'est sûr que c'est des matchs qui sont le fun à compétitionner. Puis quand on joue contre les grosses équipes du top 3, ben, c'est toujours le fun aussi de voir à quel point on peut rivaliser avec eux. T'sais, nous, le week-end dernier, là, on a été dominé par John Abbott, mais le résultat est quand même une défaite de 1-0. Ça met en confiance nos joueurs aussi de voir qu'on est capable de compétitionner avec ces joueurs-là. Puis lorsqu'on va fixer nos petits détails qui sont peut-être un petit peu plus difficiles par moment, ben, ça nous permet vraiment de compétitionner avec tout le monde dans cette ligue-là. Là. Camille Godet a été exceptionnelle dans le filet, là, notre gardienne, mais ça reste que on s'est bien battu pour obtenir ça. Là. Un 1-0 avec 30 secondes à faire au match lorsqu'on était en désavantage. Évidemment, on n'est pas content du résultat. On aurait préféré une victoire, mais on peut être satisfait quand même du travail qui a été fait. Là. Exact. Puis Camille Godet, d'ailleurs, qui performe très bien devant le filet depuis maintenant 2 ou 3 ans. Là. C'est votre gardienne d'office du côté de Dawson. Puis elle donne très souvent des mots de tête à plusieurs équipes. Et parlant de gardienne de but qui donne des mots de tête, Joséphine Gauvin, qui est sur une séquence de 2 blanchissages de suite. Et d'ailleurs, elle a été nommée la première étoile de la semaine au niveau du RSAQ. Et en Maud Durand, 2e étoile. Ça fait du bien d'avoir des équipes un peu plus bas dans le haut des 3 étoiles de la semaine. Joséphine Gauvin a connu une performance extraordinaire contre Saint-Laurent. 56 arrêts, Léa. Oui, c'est une gardienne que ça fait longtemps qu'on attend. Elle a joué son parcours de hockey mineur avec les voltigeurs du Collège Bourget. On avait hâte de la voir arriver dans le circuit. Elle a bien performé. Elle fait son travail. Elle n'a pas l'air du tout d'une gardienne recrue. On dirait que rien l'ébranle. À chaque fois qu'elle fait un arrêt, ça semble facile pour elle. Ça veut dire qu'elle est dans sa zone. Puis, tu sais, Léa Maud, c'est sa 3e année dans le circuit. On commence à la connaître. Là, on sait à quel point elle peut être dominante dans les matchs. C'est fou de penser que là, c'est leur 3e année à Léa Maud et Camille. Donc, il y a 3 ans. Non, il y a 4 ans, je les avais les 2 sur la même équipe quand je coachais au hockey mineur à Laval-Montréal avec les Amazones. Donc, je vois qu'on avait... De les voir performer maintenant, je vois qu'on avait une grosse chance d'avoir des gardiens de qualité comme ça à l'époque sur notre équipe. Là. Et c'est assez spécial également de voir des joueuses qui ont réussi au niveau M18, qui réussissent au niveau collégial, qui s'en vont au niveau universitaire. C'est vraiment plaisant de voir la progression de ces joueuses-là année après année. Puis, on voit des joueuses, notamment du M18 3A, qui performent très, très bien du côté de John Abbott. Je pense notamment à Maya de Beaumont et Maïka Gauthier, 2 anciennes des Étoiles Laurentides de la Naudière, qui étaient dans le haut du classement des joueuses au niveau M18. Et là, dans le haut du classement des pointeuses au niveau collégial, je ne voudrais pas les affronter dans 3 ans, Léa. Non, c'est sûr. Je te reprends, là, Maya de Beaumont et de l'Outaouais. Je jouais pour l'Intrépide de l'Outaouais. Mais oui, c'est 2 joueuses de grosse qualité là, qui ont fait le saut à John Abbott. Chapeau à Noémie Marin. Là, à chaque fois qu'elle se ramasse avec des équipes de recrues, réussit à performer et les faire performer, les mettre en confiance. C'est pas toujours facile quand tu rentres dans cette ligue-là de jouer contre des filles 3 ans plus vieilles que toi parfois. Il y a des joueuses qui font une 4e année. Donc, chapeau à elle. Mais en même temps, il n'y a rien de surprenant là. Tu sais, Maya est sur le programme du 18 qui est justement au championnat national en ce moment. C'est une joueuse qui performe énormément si on recule lorsqu'elle était au M18-3. Elle et Maïka dominaient grandement le circuit de la LHEQ. Donc, c'est juste la continuité de les voir performer comme ça au collégial. Là. Absolument. Et finalement, l'équipe Québec U18 qui est au championnat national, peux-tu nous parler un peu de comment ça se passe pour ces filles dont certaines évoluent déjà dans le collégial, d'autres qui seront des joueuses à surveiller l'année prochaine? Là?
Oui, l'équipe Québec a bien performé au courant de la ronde préliminaire. Là, on finit premier de leur groupe avec 2 victoires, une victoire en prolongation. Donc, contre l'Atlantique, la Colombie-Britannique et l'Alberta, c'est sûr que la ronde des médailles commence. Va devoir affronter les grosses équipes. On sait qu'au championnat national, l'équipe d'Ontario a 2 équipes, l'Ontario rouge, l'Ontario bleu. C'est incroyable. 2 équipes vraiment puissantes. Donc, c'est sûr qu'une des 2 équipes va passer sur le chemin de l'équipe du Québec s'ils veulent se rendre au bout. Mais c'est une équipe de grand talent. Là. On a quelques joueurs du circuit collégial qui jouent. Là. Je pense rapidement à Maya de Beaumont, Dania Kondo de John Abbott. Il y a Sofiane Gass de Limoilou, Anaïs Lepron de Limoilou aussi. Là, j'espère que j'en oublie pas rapidement. Là. Mais je pense que c'est les seuls. Il y en a plusieurs, là. Ouais, il y en a qui viendront dans les prochaines années. Il y en a qui vont préférer prendre une autre avenue pour la suite de leur carrière. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu. C'est une impression que j'ai de dire la même chose à chaque année, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe du Québec aussi dominante. C'est un cycle qui se prépare aussi pour les Jeux du Canada qui auront lieu à Québec l'hiver prochain, donc en février 2027. Donc, de les voir performer comme ça, c'est une équipe qui est quand même jeune aussi. Donc, c'est quelque chose sur quoi bâtir pour l'année prochaine. Là. C'est très encourageant et on va continuer à suivre les activités du hockey féminin. Léa McIntyre, merci beaucoup pour ton temps et encore une fois, comme j'aime le mentionner à la fin de chacun des épisodes, si vous avez des histoires que vous voulez qu'on amène ou qu'on raconte, faites-nous signe, ça nous fera toujours un plaisir de pouvoir les raconter. Encore une fois, merci Léa. Merci Tristan, puis on se parle la semaine prochaine. Absolument, merci à tous et à toutes. À la prochaine.